Proverbe grec. Souffrir, c'est s'enrichir. Le téléphone bourdonna. Northrop enfonça la touche pour prendre la ligne et Morillo lui dit « On a une gangrène, patron. Ils amputent ce soir. » Son pouls accéléra à la perspective de ce que cela impliquait. « Et ils réclament combien ?» demanda-t-il. « 5 000, pour tous les droits. »« Sans anesthésie ?»« Si. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. »« Combien avez-vous offert ?»« 10 000. Rien à faire. » Northrop soupira. « Il faut que je m'en charge moi-même, j'imagine. » « Où est le malade ?»« Au Clinton General, dans une salle commune. » Northrop haussa un sourcil massif et fusilla du regard l'écran du téléphone. « Une salle commune ?» beugla-t-il. « Et vous n'avez pas pu obtenir leur accord ?» L'autre parut se recroqueviller. « C'est la famille, patron. Ils sont butés. Le vieux, ça lui était égal, on aurait dit. Mais ses enfants... » « Restez là. Je viens signer le contrat. » L'interrompit sèchement Northrop. Il coupa la communication et sortit de son bureau 2 formulaires vierges, pour le cas où la famille changerait d'avis. La gangrène, c'est la gangrène, mais 10 000 $, c'est 10 000 $. Et les affaires sont les affaires. Les chaînes de télé réclamaient des programmes à corps et à cri. Il devait fournir ou partir. Il enclencha l'autosecrétaire. « Je veux ma voiture dans 30 secondes, sortie South Street. »« Bien, monsieur Northrop. »« Si on m'appelle d'ici une demi-heure, enregistré. Je vais au Clinton General Hospital. Mais je ne veux pas qu'on me téléphone là-bas. »« Bien, monsieur Northrop. »« Si Redfield me contacte des bureaux du réseau, dites-lui que je vais avoir un truc de première. Dites-lui... Ah, et puis zut, dites-lui que je le rappelle dans 1 heure. C'est tout. »« Bien, monsieur Northrop. » Northrop regardait l'appareil d'un air renfrogné et quitta son bureau. Le graphie puis lui fit descendre 40 étages en un rien de temps. Sa voiture attendait, selon ses ordres, une longue et fine Frontanax 08 étincelante à toit en dôme. À l'épreuve des balles, bien sûr. Les producteurs télévisuels étaient exposés aux attaques des cinglés. Il s'installa confortablement dans le siège rembourré. La voiture lui demanda où il allait. Il le lui indiqua. « Envoie une pilule énergétique, » ajouta-t-il. Un cachet jaillit du distributeur devant lui. Il l'avala. « Tu m'écœures, Morillo, » pensa-t-il. « Pourquoi es-tu incapable de conclure sans moi, ne serait-ce qu'une fois ?» Il prit note de le renvoyer. Sa société ne pouvait tolérer l'inefficacité. L'hôpital, ancien, était installé dans une de ces horreurs architecturales en verre vert, si répandues une 60aine d'années plus tôt. Un pilier aux arêtes vives, sans caractère ni grâce. La porte principale se rétracta et Northrop entra. L'odeur d'hôpital, familière, assaillit ses narines. Bien des gens la trouvaient déplaisante, mais pas Northrop. Pour lui, c'était une odeur de dollars. L'hôpital était si vieux qu'il employait encore des infirmières et aides-soignantes. Certes, beaucoup de robots s'affairaient dans les couloirs, mais çà et là, une infirmière d'un certain âge, cramponnée béatement à son poste, poussait un chariot ou une aide-soignante branlant du chef un balai. Lors de ses débuts à la vidéo, il avait réalisé un commentaire sur ces fossiles vivants des couloirs hospitaliers. Son film avait obtenu une récompense. Il se rappelait ces fondus enchaînés des infirmières à la face bouffie sur les robots étincelants. Sa présentation vivace de l'inhumanité des nouveaux hôpitaux. Mais ce type d'œuvre personnelle appartenait au passé. D'autres genres de spectacles tenaient le haut du pavé depuis qu'on disposait des amplificateurs d'ondes mentales et que les retransmissions médicales étaient devenues un art. Un mécanique le conduisit à la salle 7, où l'attendait Morillo, un petit homme sautillant, qui pour l'heure ne sautillait guère. Il savait qu'il avait cafouillé. Il afficha un sourire forcé et dit à Northrop : « Vous êtes venu vachement vite, patron. Combien de temps faudrait-il à la concurrence pour nous damer le pion ?» rétorqua Northrop. «
Où est le malade? Tout au fond. Vous voyez ce rideau? Je l'ai fait installer, pour me mettre bien avec les héritiers. Les parents, je veux dire. Expliquez-moi l'affaire. Qui commande? Le fils aîné. Harry, méfiez-vous, il est avare. Qui ne l'est pas? Soupira Northrop. Ils arrivaient près du rideau. Morio l'ouvrit. D'un bout à l'autre de la longue salle, des malades s'agitaient. Autant de sujets en puissance pour des émissions, songea Northrop. Le monde regorgeait de maladies variées et opportunistes. Il franchit le rideau. Un homme gisait sur le lit, les traits tirés, hâves, le visage creux et verdâtre mangé par la barbe. Un mécanique se tenait près de lui, un tube intraveineux courait sous les couvertures. Le malade paraissait âgé d'au moins 90 ans. Une fois retranché 10 ans à l'estimation pour tenir compte des effets de la maladie. Il restait fichtrement vieux, se dit Northrop. Il fit face à la famille. 8 personnes, 5 femmes, de l'âge moyen à l'adolescence, 3 hommes, l'aîné dans la cinquantaine, les 2 autres, la quarantaine passée. Fils, belle-fille, petite-fille, supposa Northrop. Il dit d'un ton grave. Je sais. Quel terrible drame c'est pour vous. Un homme dans la force de l'âge, chef d'une famille heureuse. Northrop jeta un coup d'œil au malade. Mais je sais qu'il s'en tirera. Je vois qu'il a de la résistance. L'aîné des hommes dit « Je suis Harry Gardner, son fils. Vous êtes de la chaîne ?»« Je suis le producteur, » répondit Northrop. « D'habitude, je ne me déplace pas en personne. Mais mon assistant m'a parlé de l'intérêt humain de la situation, du courage de votre père. » L'homme, dans le lit, continua à dormir. Il avait l'air en piteux état. « On a signé un accord, » dit Harry Gardner. « $5,000, à cause des notes de frais. »« Elles sont ruineuses. »« Je comprends parfaitement, » répliqua Northrop de sa voix la plus onctueuse. « C'est pourquoi nous sommes prêts à augmenter notre offre. Nous ne savons que trop bien les effets désastreux d'une hospitalisation sur une petite famille, même de nos jours, en ces temps de protection sociale. Nous pouvons donc proposer... »« Non, il faut l'anesthésier !» C'était une des filles, une femme dodue, terne, les lèvres minces et décolorées. « On ne vous laissera pas le faire souffrir. » Northrop sourit. « Ce serait très bref, croyez-moi. On commencera l'anesthésie juste après l'amputation. Laissez-nous seulement capturer cet instant unique. Ce n'est pas bien. Il est vieux. On doit lui donner ce qu'il y a de mieux comme soin. La souffrance pourrait le tuer. » « Au contraire, » répondit Northrop d'un air dégagé. « Les études scientifiques ont démontré que la douleur est souvent bénéfique dans les cas d'amputation. Vous voyez, elle cause un blocage nerveux qui entraîne une sorte d'anesthésie sans les effets néfastes de la chimiothérapie. Une fois les facteurs de danger maîtrisés, on peut lancer la procédure normale de l'anesthésie et puis... » Il aspira une grande bouffée d'air et débita le boniment qui devait emporter le morceau. « Avec le supplément que nous vous offrons, vous pourrez prodiguer à votre cher parent le fin du fin en matière de soins médicaux. Il n'y aura pas de raison de lésiner. » On échangea des regards circonspects. Harry Gardner dit alors « Combien offrez-vous ?»« Puis-je voir la jambe ?» répliqua Northrop. La couverture fut tirée. Il regarda. Un cas désespéré. Northrop n'était pas médecin, mais il travaillait dans ce milieu depuis 5 ans. Cela lui donnait une expérience suffisante dans le domaine pour en juger. Il savait que le vieillard était mal en point. À l'origine, il y avait eu brûlure profonde en haut du mollet, sans doute traitée par des soins superficiels. Puis, dans sa joyeuse ignorance prolétarienne, la famille avait laissé la plaie s'infecter jusqu'à ce que la gangrène s'ensuive. À présent, la jambe était noircie, brillante et enflée de la mi-mollet jusqu'au bout des orteils. Tout semblait mou, pourri. Northrop se dit qu'il n'aurait eu qu'à tirer sur les doigts de pied pour les arracher. Le malade ne survivrait pas. Avec ou sans opération, il était atteint jusqu'à la moelle. Soit
le choc de l'amputation le tuerait, soit il mourrait d'épuisement général. Perspective idéale pour l'émission. Le genre de souffrance à vous retourner l'estomac que des millions de téléspectateurs gobaient volontiers. Il releva la tête et dit « 15 000. Si vous laissez un chirurgien mandaté par la chaîne opérer à nos conditions. Et à nos frais. Eh bien, on prendra aussi en charge les frais de convalescence de votre père, ajouta Northrop d'une voix égale. Même s'il reste 6 mois à l'hôpital, on paiera jusqu'au dernier cent, indépendamment du cachet qui vous sera remis. Il les tenait. Il voyait la cupidité briller dans leurs yeux. Une avalanche de dettes les menaçait. Il proposait de leur épargner la faillite. D'ailleurs, cela importait-il vraiment que le vieillard soit sous anesthésie quand on lui couperait la jambe? Allons, il était déjà à peu près inconscient. Il ne sentirait presque rien. Presque rien du tout. Northrop présenta les documents, décharges, contrats couvrant les droits dérivés et les rediffusions en Amérique latine, bons de caisse, tout le tintouin. Il envoya Morillo chercher un secrétaire et, un instant plus tard, un mécanique étincelant effectuait les écritures nécessaires. « Si vous voulez bien signer ici, monsieur Gardner ?» Northrop tendit la plume au fils aîné. Marché conclu. « On opère ce soir, dit-il. Je convoque notre chirurgien tout de suite, un de nos meilleurs spécialistes. On donnera à votre père les soins qu'il mérite. » Il empocha les documents, et voilà. C'était peut-être de la barbarie que d'opérer un vieillard de cette façon, se disait-il. Mais la responsabilité ne lui en incombait pas. Après tout, il se contentait de donner au public ce que ce dernier réclamait, et ce que le public réclamait, c'était du sang qui gicle et des nerfs à vif. Quelle importance pour le vieillard! N'importe quel médecin expérimenté l'aurait dit condamné. L'opération ne le sauvera pas, ni l'anesthésie. Si la gangrène ne le tuait pas, le choc post-opératoire s'en chargerait. Au pire, il souffrirait quelques minutes sous le scalpel, mais au moins sa famille serait libérée de la hantise d'être ruinée. En sortant, Morillo dit « Vous ne croyez pas que c'est un peu risqué, patron, d'offrir les frais d'hospitalisation, je veux dire. Parfois, il faut parier pour obtenir ce que l'on veut. D'accord, mais ça peut monter à 50, 60 000. Qu'en sera-t-il alors du budget ?» Northrop sourit. « On s'en tirera. Je n'en dirai pas autant du vieux type. Il ne passera pas la nuit. On n'a pas risqué un sou dans l'histoire, Morillo. Pas un fichu cent. » De retour à son bureau, il donna les papiers concernant l'amputation Gardner à ses adjoints, lança la préparation de l'émission et s'apprêta à rentrer chez lui. Il ne lui restait qu'une dernière sale corvée. Renvoyer Morillo. On ne disait pas renvoyer, bien sûr. L'autre avait son emploi garanti, comme toutes les aides-soignantes de l'hôpital et autres non-cadres. En guise de renvoi, il obtiendrait une promotion. Le travail du petit homme mécontentait Northrop depuis des mois, et l'incident du jour décrochait le pompon. Morillo manquait cruellement d'imagination. Il ne savait pas emporter le morceau. Il aurait dû penser au paiement des frais d'hospitalisation. Si je ne peux pas me décharger sur lui de mes responsabilités, il ne sert à rien, se dit Northrop. Il y avait dans la boîte quantité de jeunes producteurs assistants qui seraient ravis de prendre sa place. Il s'entretint avec 2 d'entre eux et fit son choix. Un nommé Barton, qui bossait depuis 1 an au documentaire et qui avait conclu l'affaire de l'accident d'avion de Londres au printemps. Il avait le chic pour décrocher les histoires macabres. Il s'était trouvé sur place l'année précédente pour l'incendie de l'exposition universelle à Juneau. Oui, Barton était l'homme de la situation. La phase suivante restait la plus difficile. Les choses risquaient de tourner à l'aigre. Northrop téléphona à Morillo, qui occupait pourtant le bureau 2 portes plus loin. Jamais on ne réglait ces questions-là face à face. Et dit « J'ai de bonnes nouvelles pour vous, Ted. On vous transfère à un autre poste. » Vous me transférez ?
Oui, on parlait de vous cet après-midi. Et on a estimé que vous perdiez votre temps sur ces émissions de tripaille à l'air. Il vous faut un programme où vous utiliserez à plein vos capacités. Alors, on vous a affecté à l'heure des enfants. Vous vous y épanouirez pour de bon. Vous, Sam Klein et Ed Bragan, vous devriez former une équipe géniale. Il vit la figure charnue de Morio se contracter. L'autre avait aussitôt traduit en clair ce beau discours. Ici, il était le numéro 2, dans l'autre émission, bien moins prestigieuse, il serait le numéro 3. Le salaire ne comptait pas, bien sûr. Les impôts ne raflaient-ils pas jusqu'au dernier centime? Bref, il s'agissait d'une mise à pied virtuelle et transparente. L'éthique de la situation voulait que Morio se déclare très honoré. Il refusa de jouer le jeu. Il cligna des yeux et dit « Tout ça parce que j'ai pas décroché l'amputation du vieux bonhomme? Quelle idée! 3 ans que je trime avec vous. 3 ans. Et vous me flanquez à la porte? Comme ça? Je vous répète que c'est une occasion inespérée, Ted. C'est une promotion. C'est... » Le visage bouffi de Morio se gonfla de rage. « Une mise au rencard, dit-il aigrement. Bon. Tant pis, hein? Il se trouve que j'ai une autre proposition. Je démissionne, avant que vous me liquidiez. Gardez vos compensations et... » Northrop coupa précipitamment la communication. « L'imbécile, pensa-t-il. Le grotesque petit imbécile. Oh, et qu'il aille au diable. » Il débarrassa son bureau des affaires qui l'encombraient et son esprit de Ted Morio et ses problèmes. La vie n'est pas une partie de plaisir. Il faut se démener pour subsister. Morio était incapable de suivre le train. Voilà tout. Il s'apprêta à rentrer chez lui. La journée avait été rude. À 8 heures du soir, on le prévint que le vieux Gardner allait subir l'amputation. À 10 heures, le chirurgien-chef de la station, le docteur Steele, téléphona à Northrop pour lui annoncer l'échec de l'opération. « On l'a perdu, » déclara Steele, sans marquer la moindre émotion. « On a fait de notre mieux, mais il était en piteux état. La fibrillation s'est déclenchée et son cœur a lâché. On ne pouvait rien pour lui. La jambe n'a pas été amputée? Oh, si. La mort a eu lieu après l'opération. Tout est enregistré et au montage en ce moment même. » « Parfait, dit Northrop. Merci de m'avoir appelé. Désolé pour le malade. Ne vous frappez pas. Ça arrive à tout le monde. » Le lendemain matin, Northrop alla jeter un coup d'œil au rush. La projection avait lieu dans le studio du 23e étage, en présence d'un auditoire de choix. Northrop, son nouveau producteur assistant, Barton, quelques cadres de la chaîne, 2 chirurgiens. Les casques amplificateurs. Northrop coiffa le sien. Il ressentit le frisson d'excitation habituel quand les électrodes descendirent et que le contact s'établit. Il ferma les yeux. Un bourdonnement électrique s'éleva quelque part dans la pièce lorsque l'amplificateur d'ondes mentales entra en action. L'écran s'illumina. Le vieillard venait d'apparaître. La jambe gangrénée, le docteur Steele, impeccable, le visage taillé à coups de serpe, une fossette au menton, le chirurgien vedette de la chaîne, un talent qui valait ses $250 000 par an, et, scintillant dans la main de Steele, le scalpel. Northrop commença à transpirer. Les ondes, amplifiées, émises par le cerveau du vieillard, se propageaient jusqu'à lui par le casque, et il sentait les élancements dans la jambe du vieil homme. Il sentait la douleur sourde qui lui enserrait le crâne. Il sentait la faiblesse d'un être qui a 80 ans et se trouve au bord de la mort. Steele vérifiait le scalpel électronique. Les infirmières s'affairaient à préparer le malade pour l'amputation. Sur la bande terminée, il y aurait de la musique, du texte, toute la mise en scène de rigueur. Mais là, il n'y avait qu'une série d'images muettes et, bien sûr, les ondes mentales du malade. La jambe était dénudée, le scalpel plongea. Northrop grimaça quand la souffrance par procuration l'envahit. Il éprouva la douleur fulgurante, la morsure insupportable du scalpel qui fendait la chair tuméfiée et l'os pourrissant. Il frissonna de tout son corps, se mordit les lèvres, serra les poings. C'était fini. La douleur avait cessé. Une catharsis. La jambe n'envoyait plus ses messages lancinants au cerveau épuisé. Maintenant, il y avait le choc qui anesthésiait la souffrance.
et avec le choc vint le calme. Steele acheva l'opération, il ligatura le moignon, le banda. Les rushs prirent fin sur cette baisse de tension. Plus tard, l'équipe de production terminerait l'émission par une interview de la famille. Peut-être un flash sur l'enterrement, quelques observations sur le problème de la gangrène chez les sujets âgés. Tout ça, c'était les à côté. Ce qui comptait, c'est ce que les téléspectateurs voulaient. C'était l'horrible frisson par procuration, la souffrance d'autrui. Et là, ils en avaient leur content. C'était le combat de gladiateurs sans les gladiateurs. Le masochisme dissimulé sous le masque de la médecine. Ça fonctionnait. Ça attirait les spectateurs par millions. De la paume de la main, Northrop s'épongea le front. « Eh bien, les enfants, voilà un spectacle assez réussi, déclara-t-il avec satisfaction. » Sa bonne humeur continuait de l'accompagner lorsqu'il quitta son travail ce soir-là. Il avait travaillé dur toute la journée pour mettre le film au point, retailler les séquences, donner le dernier coup de patte. Il aimait cet aspect artisanal. Ça l'aidait à oublier un peu le côté sordide de l'émission. La nuit était tombée. Alors qu'il franchissait le seuil de l'entrée principale, un homme surgit devant lui. Un homme trapu, de taille moyenne, l'air las. Une main le repoussa brutalement dans le hall de l'immeuble. Sur le moment, Northrop ne reconnut pas le visage de l'individu. C'était un visage sans expression, un visage nul, un visage d'homme entre deux âges. Puis le déclic se produisit. Harry Gardner, le fils du mort. « Assassin !» glapit l'autre. « Vous l'avez tué. Il ne serait pas mort si vous l'aviez anesthésié. Sale menteur! Vous l'avez assassiné pour que les téléspectateurs aient leur dose de frissons. » Northrop jeta un coup d'œil vers le fond du vestibule. Quelqu'un approchait par un couloir latéral. Il se sentait très calme. Il le prendrait de si haut que ce Minus détalerait terrorisé. « Écoutez, dit Northrop, on a utilisé toutes les ressources de la science pour aider votre père. On lui a donné les soins médicaux les plus éclairés. Vous l'avez assassiné. »« Non, répliqua Northrop. Il n'en dit pas plus, parce qu'il aperçut le reflet métallique d'un pistolet tranchoir dans la main épaisse de l'homme au visage inexpressif. Il recula, en vain, parce que Gardner pressa la détente, et qu'un éclair incandescent jaillit pour poinçonner l'abdomen de Northrop aussi efficacement qu'un scalpel de chirurgien trancherait une jambe gangrénée. Gardner s'enfuit, ses semelles claquant sur les dalles de marbre. Northrop s'écroula, les mains crispées sur le ventre. Son costume était brûlé. Il y avait une entaille dans son abdomen, une brûlure de 3 millimètres de large et d'une dizaine de centimètres de profondeur, perforant les intestins, les organes, la chair. La douleur se faisait attendre. Ses nerfs ne relayaient pas encore le message jusqu'à son cerveau étourdi par le choc. Puis, ils le transmirent. Et Northrop se tordit sous l'effet de ce qui n'avait rien d'une souffrance par procuration. Des pas approchaient. « Mince !» dit une voix. Northrop se força à ouvrir un œil. Morio. Ça n'aurait pas pu être quelqu'un d'autre. « Un médecin !» souffla-t-il. « Vite ! Mon Dieu, ça fait mal ! Aidez-moi, Ted !» Morio l'examina et sourit. Sans un mot, il gagna la cabine téléphonique à 2 mètres de là, glissa un jeton dans la fente, composa un numéro. « Envoyez d'urgence un camion. J'ai un sujet, patron. » Northrop se tordait de douleur. L'autre vint s'accroupir à ses côtés. « Un médecin, » chuchota Northrop. « Une piqûre, au moins. Rien qu'une piqûre. La douleur. »« Vous voulez que je supprime la douleur ?» Morio éclata de rire. « Rien à faire. Tâchez de tenir le coup. Vivez jusqu'à ce qu'on vous enfile le casque sur la tête et que tout soit enregistré. Mais vous ne travaillez plus pour moi, ni pour l'émission. »« Non, » dit Morio. « Je suis chez Transcontinental maintenant. » Eux aussi. Ils lancent une émission de tripaille à l'air. Mais là, pas besoin de formulaire.
Northrop en resta sans voix. La Transcontinentale, cette firme de pirates qui écoulait des bandes en Afghanistan, au Mexique, au Ghana et Dieu sait où encore, même pas de chaîne reconnue, se dit-il, ni de compensation financière. C'était ça, le pire. Mourir dans d'atroces douleurs au profit d'un tas d'escrocs. Il fallait être Morio pour l'embarquer dans une histoire pareille. Une piqûre, pour l'amour du ciel, une piqûre. Non, le camion sera là dans 1 minute. On va vous recoudre et enregistrer le tout bien gentiment. Northrop ferma les yeux. Il sentait brûler ses intestins. Il essaya de se forcer à mourir pour frustrer Morio. Sans résultat. Il continuait de transpirer, de souffrir. Il survécut 1 heure. Tout le temps voulu pour capturer les affres de son agonie. Sa dernière pensée consciente, que c'était une sacrée déveine de ne pas tenir la vedette de sa propre émission.